Bonsoir à tous. Comment vous présentez l'homme, ou plutôt l'ombre, qui se tient derrière moi? Tout simplement peut-être en vous disant qu'il fut l'un des plus grands poètes de ce siècle, l'un des grands expérimentateurs de l'écriture et un peintre dont l'œuvre est inoubliable. Autant de définitions qui, pourtant, ne lui auraient sans doute pas convenu, puisqu'il se décrivait lui-même avant tout comme un voyageur. D'Henri Michaux, car c'est de lui qu'il s'agit, il n'existe que très peu d'images, comme s'il avait voulu rester dans l'ombre précisément, lui qui revendiquait l'espace du dedans ou encore le lointain intérieur qui habite toute son œuvre. Une œuvre immense, en vers, en prose, en journaux de voyage, en notes, fragments et autres récits. Un poète de tout premier plan, trop mal connu certainement, qu'Alain Jaubert nous propose de découvrir ce soir, et c'est le 22e numéro de cette collection. Comment raconter la vie d'un homme en quelques instants? Comment raconter 85 années en 45 minutes? Et surtout, comment raconter un personnage qui a toujours pris un soin extrême à effacer ses traces, à se cacher? Autant offrir aux spectateurs un documentaire sur la vie des animaux, un de ces films dont raffolait notre personnage sans visage. Par exemple, un film sur le comportement de la seiche, son animal fétiche. Animal discret, animal qui se dérobe à reculons, animal qui change de couleur, animal qui jette de l'encre, beaucoup d'encre, pour se dissimuler. Après la Seconde Guerre mondiale, Pierre Segers, dans sa fameuse collection, donne à Michaux la 5e place. L'homme est célèbre, mais invisible. Il sera le poète sans visage, honneur qu'il partage avec l'autre amant. Michaux, une ombre, une évanescence. Quelques renseignements sur 59 années d'existence. 24 mai 1899, Namur. Naissance dans une famille bourgeoise. Père ardennais, mère wallonne, un des grands-parents qu'il n'a pas connus d'origine allemande, un frère, son aîné de 3 ans, lointaine ascendance espagnole. Personne n'a le pouvoir d'effacer toutes ces traces, pas plus un écrivain qu'un autre. Mais pour se préserver des curieux, Michaux a lui-même écrit en 1959 une brève notice biographique, intéressante parce qu'elle dit, intéressante parce qu'elle ne dit pas. Namur. Le nom de Michaux n'y est pas rare. Le père vient de Rochefort. Il descend d'une lignée de charpentiers menuisiers devenus entrepreneurs. La mère est issue de 2 lignées de commerçants réputés, les Blanques et les Watrin. La chapellerie Michaux-Blanque, rue de l'Ange, a disparu. Ne subsiste qu'une photographie du temps des chapeaux-cloches. Héritage du grand-père sans doute, moins d'1 an après la naissance d'Henri, ses parents s'installent à Bruxelles, rue de Fax. Parents rentiers, mais souvenirs d'une enfance maladive et peu riante. 1900 à 1906, Bruxelles. Indifférence, inappétence, résistance, inintéressé. Il boude la vie, les jeux, les divertissements et la variation. Le manger lui répugne, les odeurs, les contacts. Sa moelle ne fait pas de sang, son sang n'est pas fou d'oxygène, anémie. Sa façon d'exister en marge, sa nature de gréviste fait peur ou exaspère. On l'envoie à la campagne. « 1906 à 1910, Putte-Grassède, hameau situé dans la Campine. 5 ans en pension, pensionnat pauvre, dur, froid, études en flamand. Ses condisciples sont fils et filles de petits paysans. » Le bâtiment est toujours là, et son jardin. Des images, des enfants. Peut-être y a-t-il parmi eux les 2 frères Michaux.
secret, retranché, honteux de ce qui l'entoure, de tout ce qui l'entoure, de tout ce qui, depuis sa venue au monde, l'a entouré, honteux de lui-même, de n'être que ce qu'il est, mépris aussi pour lui-même et pour tout ce qu'il connaît jusqu'à présent. Il continue à avoir le dégoût des aliments, les fourre enveloppés de papier dans ses poches, et une fois dehors, les enterre. À Putegrassède, pas de traces de Michaud. Un arbre, des nuages, des matériaux peut-être pour un futur poète. 1911-1914, Bruxelles. Retour à Bruxelles, sauvé. Il préfère donc une réalité à une autre. Les préférences commencent. Attention, tôt ou tard, l'appartenance au monde se fera. Il a 12 ans. Combat de fourmis dans le jardin, découverte du dictionnaire, des mots qui n'appartiennent pas encore à des phrases, pas encore à des phraseurs, des mots et en quantité, et dont on pourra se servir soi-même à sa façon. Études chez les jésuites. Collège Saint-Michel. Dans les greniers, les registres des palmarès scolaires. Beaucoup de succès. Et des photos de classe. Parmi les visages d'adolescents marqués par les privations de la guerre, le futur poète. Sérieux. L'air plus mûr que les autres. Michaud a pour condisciple le poète Norge. Il y avait 2 ou 3 élèves à Saint-Michel qui aimaient les rimes. On disait, tu fais des rimes, tu fais des poésies ou des rimes. On disait beaucoup les rimes. Les rimes n'étaient pas une chose péjorative à cette époque-là. Et on se communiquait de la veille au lendemain les 50 ou les 60 vers que l'on avait fait. Et celui qui en faisait le plus était agréé comme étant un champion. J'ai connu à ce collège aussi, à ce moment-là, Henri Michaud, avec qui je me suis lié d'amitié, assez profondément pendant un temps. Mais entre Michaud et moi, bien que ce fût surprenant, il n'y a jamais eu d'échange de poésie. Michaud s'occupait uniquement à ce moment-là d'écriture chinoise. L'écriture chinoise l'hypnotisait, et l'ornithologie également, et les insectes. Les insectes étaient pour lui une grande passion. Rouge cloître, des jardins, des étangs, une abbaye à l'abandon. Le jeune Henri vient y errer, lire, peut-être écrire ses premiers poèmes. Mais il se débarrasse de la tentation d'écrire qui pourrait le détourner de l'essentiel. Quel essentiel? Le secret qu'il a depuis sa première enfance soupçonné d'exister quelque part et dont visiblement ceux de son entourage ne sont pas au courant. Lecture en tous sens, lecture de recherche pour découvrir les siens et part dans le monde, ses vrais parents. Pas tout à fait parents non plus cependant, pour découvrir ceux qui peut-être savent. Après son baccalauréat, l'université est enfermée à cause de l'occupation, 2 années de lecture, de bricolage intellectuel. Après la guerre, réouverture de l'université. Michaud s'oriente vers la médecine. Il ne se présente pas à l'examen, ses parents lui coupent les vivres. Réformé pour insuffisance cardiaque, Michaud dira de lui-même qu'il est né troué. À 8 ans, je rêvais encore d'être agréé comme plante. Skieur au fond d'un puits. En 1920, à peine âgé de 21 ans, il s'embarque à Boulogne-sur-Mer sur un voilier, un 5-mâts schooner. Puis ce sera le Victorieux, un cargo de 10 000 tonnes. On est 14 dans un petit poste d'équipage à l'avant. Camaraderie étonnante, inattendue, fortifiante. Brême, Savannah, Norfolk, Newport News, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Au retour à Rio, l'équipage qui se plaint d'être mal nourri refuse de continuer et en bloc se fait porter malade. Par solidarité, il quitte avec eux le beau navire, manquant aussi de la sorte le naufrage qui aura lieu 20 jours plus tard au sud de New York. En 1921, retour à Bruxelles. Petit métier.
L'année suivante, Michaud est nommé professeur dans un collège de Dinan, province de Namur. Il découvre les chants de Maldoror. Lautréamont est pour lui un choc. Il se remet à écrire des textes étranges, un peu fous. Franz Hellens propose à Michaud de participer à la vie de sa revue, Le Disque Vert. Bientôt, Michaud en partage la direction. Cette revue est un champ d'expérimentation littéraire. Le jeune écrivain y publiera 4 folies circulaires, les premiers chapitres d'une sorte de roman. Il signe Henri Michaud, Henri avec un Y, lettre qu'il abandonnera ensuite pour le I. Dans Fables des origines, Michaud inaugure des petites fictions fantastiques. Autre texte, Les rêves et la jambe, un essai qu'il reniera. Décembre 1923, Michaud part pour Paris. 1924, Paris. Il écrit, mais toujours partagé. N'arrive pas à trouver un pseudonyme qui l'englobe, lui, ses tendances et ses virtualités. Il continue à signer de son nom vulgaire qu'il déteste, dont il a honte, pareil à une étiquette qui porterait la mention qualité inférieure. Peut-être le garde-t-il par fidélité au mécontentement et à l'insatisfaction. Il ne produira donc jamais dans la fierté, mais traînant toujours ce boulet qui se placera à la fin de chaque œuvre, le préservant ainsi du sentiment même réduit de triomphe et d'accomplissement. Jean Paulhan, le maître de la Nouvelle Revue française. Jules Supervielle, le poète. Les 2 personnes à qui Hellens l'a recommandé. Michaud habite une chambre de bonne. Il est pion dans un collège, puis, dit-on, chauffeur de taxi. Enfin, correcteur d'épreuves et livreur. J'étais le revoir 2 ou 3 fois à Paris. Les premières fois, il m'a semblé extrêmement courageux d'avoir quitté la Belgique. Il était dans une situation matérielle très, très modeste, pour ne pas dire modique, enfin. Il était, je l'ai trouvé dans la cave de l'éditeur Simon Crat, le Sagittaire, en salopette grise, faisant des paquets de livres. Et il me dit, je ne peux pas rester longtemps avec toi parce que je dois porter ça à M. Jam, libraire rue Gosselin, dans le 6e arrondissement, à vélo cet après-midi. Alors il faisait les courses à vélo comme ça. Michaud partage de plus en plus la vie des Supervielle. Il passe ses vacances avec eux à Port-Cros. Et là, il fréquente aussi les Paulhan. Jean Paulhan, caricaturé par Michaud. À cette époque, il découvre des peintres. Klee, puis Ernst, Quirico, extrême surprise. Jusque-là, il haïssait la peinture et le fait même de peindre. Comme s'il n'y avait pas encore assez de réalité, de cette abominable réalité, pensait-il, encore vouloir la répéter, y revenir. Michaud commence donc à dessiner, à peindre, des lignes, des formes à l'encre de Chine, des alphabets. Et il écrit des textes très divers qu'il donne à des revues. Poèmes, souvenirs d'enfance ou d'adolescence, contes bizarres, aphorismes, composent ce premier livre publié par Michaud à la NRF, Qui je fus. Michaud sera un poète du combat, de la colère, de la véhémence. Paul Nizan dira de lui qu'il est habité par une mauvaise humeur permanente. Il l'emparouille et l'endosque contre terre, il le hague et le roupette jusqu'à son drap, il le pratène et le libuque et lui barufle les oreillers, il le tocarde et le marmine, le manage, rapari et ripara, enfin il les corcobalise. L'autre hésite, s'espudrine, se défesse, se torse et se ruine, c'en sera bientôt fini de lui, il se reprise et s'en margine, mais en vain.
Le cerceau tombe qui a ton roulé à bras, le pied a failli, le bras cassé, le sang a coulé. Fouille, fouille, fouille. Dans la marmite de son ventre est un grand secret. Mégère alentour qui pleurait dans vos mouchoirs. On s'étonne, on s'étonne, on s'étonne, et on vous regarde, on cherche aussi nous autres. Le grand secret. Tous les problèmes de langage ne peuvent se résoudre que par du langage. C'est-à-dire qu'on affronte le langage que par le langage. Et les énigmes aussi. L'univers étant un ensemble d'énigmes, plus on essaie de les percer ou de les résoudre, plus on en développe et on les multiplie. Donc on est dans une espèce d'ambiguïté, d'opacité, qui est un terrain qui convient parfaitement à une nature aussi riche, fiévreuse, et à la fois hostile, haineuse, que celle de Michaud. Michaud est vraiment comme un poisson dans cette espèce de gouffre. Et il sera d'autant plus à l'aise que ce gouffre, il va essayer d'aller plus au fond de lui-même, au fond de son propre discours, au fond de son langage caché, le plus archaïque et le plus, comment dirait-on, aller au charbon de son charabia, quoi, en fait. Il va au sac à charbon de son charabia, comme cela. Et donc, il en tire des merveilles. Églo, églu, et déglutit sa bru, gli, églo, et déglutit son pied, glu, égli, et son glu, gli, glora. Les glou-glou, les sales rats tapent dans le tas, il n'y a que le premier pas, il n'y a que ça dans le tas. Fin décembre 1927, Michaud s'embarque à Amsterdam. Alfredo Gangotena, jeune poète équatorien, l'a invité dans son pays. Voyage d'1 mois, séjour d'1 an. Michaud envoie son journal à Paulan. Il est souvent malade et angoissé. Il affronte des épreuves. Cela donnera son second livre, Équador. Je suis allé en Équateur il y a 2 ans sur les traces de Michaud. Je suis allé chez Gangotena, qui était le grand ami de Michaud en Équateur, et chez tel ou tel dans la maison où il a vécu pendant 3 semaines à côté à une dizaine de kilomètres de Quito. J'ai vu les volcans qu'il a vus, j'étais dans la poussière qu'il a foulée, mais je ne suis pas descendu dans la pirogue où il s'est héroïquement, on peut dire, cet homme qui avait une santé épouvantable a passé des semaines dans une pirogue, au milieu des poissons mangeurs de chair humaine et sous les moustiques également et encore plus mangeurs de chair humaine. Michaud a fait un exploit géographique et d'aventurier pire que ceux de Malraux ou de Monfred. Enfin, il a fait des choses tout à fait étranges. La traversée d'un tiers du Brésil dans cette pirogue est vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire qu'il a fait en disant, moi, on me tient pour lâche, enfin je vais voir ce qu'un lâche peut faire dans la nature. 1929, mort de son père, 10 jours plus tard, mort de sa mère. Voyage en Turquie, Italie, Afrique du Nord. Il voyage contre, pour expulser de lui sa patrie, ses attaches de toutes sortes et ce qui s'est en lui et malgré lui attaché de culture. Voyage d'expatriation. Le refus pourtant commence à céder un peu au désir d'assimilation. Il aura beaucoup à apprendre à s'ouvrir, ce sera long. Michaud, écrivain français, écrivain de la Nouvelle Revue française, mais il ne sera naturalisé qu'en 1954. Et comme tout Belge, il est marqué par les 2 langues. Il m'a dit, savez-vous que j'aurais pu écrire en flamand? Alors là, j'étais stupéfaite, je n'imaginais pas. Il m'a rappelé qu'il avait été interne en Campine. Et à ce moment, m'a-t-il dit, il écrivait des poèmes flamands. Mais, et ça c'est textuel à peu près, je m'en souviens, je m'en souviendrai toujours, mais, m'a-t-il dit, je me suis rendu compte qu'ils avaient eu Guezel et que je ne pourrais jamais l'égaler au plan du langage. Liliane Wouters prépare dans les années 70 une anthologie de la poésie belge francophone. Elle vient solliciter Michaud, très méfiant.
Ça a été sa première question. Au fait, cette anthologie, c'est de la poésie belge. Je sentais une grande réticence dans le mot. Je lui ai dit, ce sont des poètes francophones de Belgique. Et il m'a dit, ce qui m'ennuie, voyez-vous, c'est le relent nationaliste, entre guillemets. Alors je lui ai dit, mais regardez, vous voyez le manuscrit. Et après avoir lu la préface, il m'a donné son accord. À un moment donné, il m'a demandé, est-ce que vous me considérez comme un Belge? J'ai dit non, pas du tout, enfin plus du tout. Comme un Français, alors. J'ai dit non, non, encore moins. Et quelle épithète, alors, que pourriez-vous dire? Et je lui ai dit, ben, je crois quand même qu'on pourrait dire septentrional. Et il a paru content. Fin des années 20, voyages encore, séjour à Paris, changement fréquent de domicile, une malle pour tout bagage. Michaud, épistolier. Correspondance avec Hélens. Correspondance avec Paulan, un véritable confident. Je suis amoureux, tu crois qu'elle m'aimera? Et fascination partagée pour le monde animal. Mon cher Jean, à 34 ans seulement, je découvre la sèche. Je l'adopte et j'ai cru comprendre après des heures et des heures de station devant elle qu'elles aussi m'adoptaient. Grâce à l'héritage de ses parents, Michaud entreprend le grand voyage. 1930-1931, en Asie. Enfin, son voyage. Les Indes, le premier peuple qui en bloc paraissent répondre à l'essentiel, qui dans l'essentiel cherche l'assouvissement. Enfin, un peuple qui mérite d'être distingué des autres. Michaud rapporte son second livre exploratoire, Un barbare en Asie. Il restera marqué par l'Asie, par la gestuelle de la calligraphie chinoise qu'il transpose dans ses propres essais picturaux. Par la pensée orientale entre Tao et Zen, qui le pousse vers une écriture plus proche de l'aphorisme, de la réflexion philosophique. Ne désespérez jamais, faites infuser davantage. Les raies cornues ne tombent pas des arbres. Elles n'y grimpent pas non plus. Il reste encore dans la nature de saines séparations. En 1935, La Nuit remue, puis d'autres récits de voyage, mais cette fois dans des pays imaginaires qu'il explore en véritable ethnologue. La géographie mentale de Michaud est absolument étonnante. Ces voyages en Grande Garabagne, par exemple, vous avez les peuples, simplement les cités, les Haks, les Birks, les Urdes, les Yoffs, les Aravis, qu'il ne faut pas confondre avec les Arnavas ni avec les Arnadis, les Orbus qu'il ne faut pas confondre avec les Homobules. Et c'est lui, chaque fois, c'est lui le sauvage partout. Il nous apporte une liberté totale, en fait. Quand vous êtes au pays de la magie, vous vous souvenez qu'il y a un costume pour prononcer les R, quand même. C'est fabuleux d'inventer cela. Un costume pour prononcer les on ne sait même pas les prononcer. Ou bien les comment dire, en fait. Quelle leçon pour tous les lettristes. Ce costume à prononcer la lettre R, ou bien l'enfant qui naît avec 22 plis. Voilà un terme assez étonnant, le mot pli. Pli. J'ai vu ça en gare de Metz, bureau des plis. Pensez à Michaud, pense à Michaud partout. Ou bien le moribond qui a deux doigts. Ou bien un pinceau à pavé. Vous savez qu'il dit c'est un pinceau à bâtir. Il invente des choses, ou du foie de veau sans veau. Quel rêve, foie de veau sans veau. Du blanc de poulet sans poulet. On est où? Ou bien un crapaud qui vaut 2 guêpes. Un crapaud vaut 2 guêpes, ou bien on peut embarquer un mort sur un caillou. Et vous avez comme ça au pays de la magie une traversée de la langue. Tout est langage. Je veux dire, voilà peut-être un écrivain totalement 100% du langage. Les animaux, par exemple, qu'il invente, comme la parpue, moi ça me fait rire, en fait. Il y a un animal qui est défini comme il sent le chocolat. C'est extraordinaire quand même. Ouais. Ou bien le poupias, je crois. Poupias, oui, il a l'anus vert. Alors il y a juste une notation comme ça, ou bien il a un dos en si, ça c'est la jamette. Elle a un dos en si. Mais moi ça me fait vraiment franchement rire.
aux éclats. Les ossopets ont une sale peau de truffes avariées. Ils vendraient leur père pour faire du commerce. Leurs dents deviennent vertes vers les 30 ans. Ils sont globeux. Les hématrus sont liquinés ou bien ils sont boanés, c'est l'un ou l'autre. Ils cousent les rats qu'ils prennent avec des arzettes et sans les tuer, les relâchent ainsi cousus, voués au mouvement d'ensemble, à la misère et à la faim qui en résulte. Les hématrus se droguent avec de la clouille, mais d'abord ils se terrent dans un tonneau ou dans un fossé où ils sont 3 et 4 jours avant de reprendre connaissance. Naturellement imbéciles, amateurs de grosses plaisanteries, ils finissent par faire Narsindon. Autre voyage encore, cela réel. Séjour au Portugal, errance en Amérique latine, des livres à chaque retour à Paris. C'est d'abord Plume, savoureux héros inspiré du personnage de Charlot. Étendant les mains hors du lit, Plume fut étonné de ne pas rencontrer le mur. Tiens, pensa-t-il, les fourmis l'auront mangé. Et il se rendormit. Peu après, sa femme l'attrapa et le secoua. « Regarde, dit-elle, fainéant, pendant que tu étais occupé à dormir, on nous a volé notre maison. » En effet, un ciel intact s'étendait de tous côtés. « Bon, la chose est faite, pensa-t-il. » Peu après, un bruit se fit entendre. C'était un train qui arrivait sur eux à toute allure. De l'air pressé qu'il a, pensa-t-il, il arrivera sûrement avant nous. Et il se rendormit. Ensuite, le froid le réveilla. Il était tout trempé de sang. Quelques morceaux de sa femme gisaient près de lui. Avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantité de désagréments. Si ce train pouvait n'être pas passé, j'en serais fort heureux. Mais puisqu'il est déjà passé, et il se rendormit. En 1937, première exposition de peinture à Paris. Et la revue Mesure, financée par les mécènes Barbara et Henry Church. Comité de rédaction à Ville-d'Avray chez les Church. Autour de la table dans le jardin, Sylvia Beach, Barbara Church, Vladimir Nabokov, Adrienne Monnier, Germaine Paulan, Henry Church, Henri Michaud, Jean Paulan, Michel Léris. Michaud continue à voyager. Il est au Brésil. La guerre éclate, il rentre à Paris. Étranger, il est assigné à résidence au Lavandou. Il y reste 3 ans avec Marie-Louise Ferdière, l'ex-femme du docteur Ferdière, le psychiatre d'Artaud. Quelques rares publications de guerre. Je vous écris d'un pays lointain. Michaud rentre à Paris en 1943. Il épouse Marie-Louise. À la Libération, il publie de nombreux écrits accumulés pendant l'occupation. Il rassemble une anthologie, L'espace du dedans. Année, année maudite, année collée, année nausée, année qui en est 4, qui en est 5, année qui sera bientôt toute notre vie. Année d'après-guerre, année terrible pour Michaud. Il a enfin un appartement confortable au quartier latin dans l'ancien hôtel particulier du chancelier Séguier, mais sa femme, grièvement brûlée lors d'un accident domestique, meurt après un mois d'atroces souffrances à l'hôpital. Dans l'horreur des lendemains, un texte, nous deux encore. Celui qui est seul se tourne le soir vers le mur pour te parler. Il sait ce qui t'animait, il vient partager la journée. Il a observé avec tes yeux, il a entendu avec tes oreilles. Toujours il a des choses pour toi. Ne me répondras-tu pas un jour? Mais peut-être ta personne est devenue comme un air de temps de neige qui entre par la fenêtre, qu'on referme, pris de frissons ou d'un malaise avant-coureur de drame, comme il m'est arrivé il y a quelques semaines. Le froid s'appliqua soudain sur mes épaules, je me couvris précipitamment et me détournai quand c'était toi peut-être et la plus chaude que tu pouvais te rendre, espérant être bien accueilli. Toi si lucide, tu ne pouvais plus t'exprimer autrement.
Qui sait si en ce moment même tu n'attends pas, anxieuse, que je comprenne enfin et que je vienne loin de la vie où tu n'es plus me joindre à toi. Pauvrement, pauvrement certes, sans moyens, mais nous deux encore. Nous deux. Autre texte, il porte la marque d'une révolte et d'une violence inouïe. C'est cette violence de poésie pour pouvoir qui attire alors le jeune Pierre Boulez. C'est un poème incantatoire, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est un poème incantatoire sur la mort, finalement. Et c'est un de ses poèmes les plus forts, à mon avis. Parce que, naturellement, comme toujours, chez Michaud, enfin, je ne suis pas seul à avoir cette opinion, il y a un côté très précieux, disons, invention très, très précieuse, très raffinée, mais précieuse. Tandis que là, c'est un de ces rares poèmes, au contraire, où il met absolument toute son énergie. Et c'est pour ça que ce poème m'avait impressionné. Et en plus de ça, par le côté répétitif, par le côté incantatoire du mot « je rame », par exemple, qui est vraiment exceptionnellement rude, fort et volontaire. À partir de 1955, Michaud le mystique expérimente les drogues hallucinogènes, hashish, mescaline, LSD, psilocybine. Une véritable exploration des gouffres de la conscience aux frontières de la folie. Il mène une de ses expériences avec la mescaline à Meudon, dans un local jadis mis à sa disposition par son ami et éditeur Jacques-Olivier Fourcade. Un garage aménagé en studio pour lui à un moment difficile. Il y revient plus tard pour s'isoler. Dans le jardin, Michaud, toujours amoureux des arbres, retrouve cèdre et ginkgo. L'espace a toussé sur moi, et voilà que je ne suis plus. Les cieux roulent des yeux qui ne disent rien et ne savent pas grand-chose. De 1000 écrasements, écrasés, allongés à l'infini, témoins d'infini. Michaud travaille en scientifique, tient le journal de ses visions et de ses sensations. Hallucinations déclenchées parfois à partir d'images banales ou étranges. Le National Geographic Magazine ou Life, avec leurs grandes photos couleurs, sont de puissants stimuli en ces moments d'extase. Parfois un escalier de verre, un escalier en échelle de Jacob, un escalier de plus de marche que je n'en pourrais gravir en 3 vies entières, un escalier aux 10 millions de degrés, un escalier sans palier, un escalier jusqu'au ciel, l'entreprise la plus formidable, la plus insensée depuis la tour de Babel, montée dans l'absolu. Tout à coup, je ne le voyais plus. L'escalier qui allait jusqu'au ciel avait disparu comme bulle de champagne. Et je continuais ma navigation précipitée, luttant pour ne pas rouler, luttant contre des succions et des tiraillements, contre des infiniment petits qui tressautaient, contre des toiles tendues et des pattes arquées. Par moments, des milliers de petites tiges ambulacraires d'une astérie gigantesque se fixaient sur moi si intimement que je ne pouvais savoir si c'était elle qui devenait moi ou moi qui étais devenu elle. Le ruissellement qui, en ce jour extraordinaire, passa par moi était quelque chose de si immense, inoubliable, unique, que je pensais, que je ne cessais de penser. Une montagne, malgré son inintelligence, une montagne avec ses cascades, ses ravins, ses pentes de ruissellement, serait, dans l'état où je me trouve, plus capable de me comprendre qu'un homme. Expérience sur une douzaine d'années, 4 livres, dont les titres racontent merveilles et terreurs de l'aventure. Misérable miracle, l'infini turbulent, connaissance par les gouffres, les grandes épreuves de l'esprit. Et puis des poèmes écrits sous influence. Paix dans les brisements, vers la complétude. La Beat Generation s'est revendiquée de Michaud. Des censeurs à mi-mot l'ont accusé de banaliser la drogue. Pour l'écrivain, une descente aux enfers bien trop terrible pour y entraîner des adeptes. Un mot encore, aux amateurs de perspectives uniques, la tentation pourrait venir de juger dorénavant l'ensemble de mes écrits comme l'œuvre d'un drogué. Je regrette, je suis plutôt du type buveur d'eau, jamais d'alcool.
Pas d'excitant et depuis des années, pas de café, de tabac, de thé. De loin en loin, du vin et peu. Depuis toujours et de tout ce qui se prend, peu. Prendre et s'abstenir. Surtout s'abstenir. La fatigue est ma drogue, si l'on veut savoir. Après les dessins mescaliniens, les tâches. Foule, combat, grouillements humains ou animaux. Michaud est devenu un peintre abstrait réputé, mais dans ses images, les échos de ses pays imaginaires, de ses paradoxes fantastiques, de ses rêves ou de ses véhémences verbales. Daniel Cordier a été séduit par Michaud, il l'a exposé. À partir du moment où j'ai eu l'honneur d'être son marchand, je me suis intéressé de moins en moins à son œuvre écrite, et il m'envoyait très régulièrement avec de très gentilles dédicaces ses ouvrages, que je ne lisais pas, et il le sentait et ça lui faisait de la peine. Et je lui disais souvent, je lui disais, vous savez, vous êtes un très grand artiste, mais c'est dommage que vous soyez aussi un écrivain. Oh, il me dit, mais écoutez, je suis un écrivain, j'ai fait... Oui, je lui dis, mais écoutez, peut-être, mais en tout cas, c'est dommage, parce que vous nuisez beaucoup à votre œuvre. Et comme il y a une antériorité de Michaud écrivain, eh bien, comme je lui disais, vous faites beaucoup d'ombre à votre œuvre artistique. Et ça me dérange beaucoup. Ah, il me dit, écoutez, moi, ça ne me dérange pas. Enfin, il se rebiffait. C'était assez drôle. C'était les seuls moments où je sentais tout d'un coup une espèce de... où j'avais l'impression que cette espèce d'ectoplasme que j'avais en face de moi s'animait et devenait véritablement un homme qui se rebiffait, où il y avait vraiment une volonté de contradiction. Hein. Garde ce qu'il faut d'ectoplasme pour paraître leur contemporain. Quand on le voyait, c'était pas quelqu'un qu'on avait en face de soi. C'était très curieux. On rencontrait une absence. Parce que, à mesure qu'on avançait, lui s'effaçait. Ma vie, traîner un landau sous l'eau, les nez fatigués me comprendront. Est-ce qu'il était fatigué en profondeur, ou est-ce que c'était seulement une attitude pour... Si vous voulez, on avait l'impression que s'il ne se donnait pas, c'est qu'il avait peur de se désagréger. Alors, il restait autour de lui, et qu'il ne se perdait pas de vue, parce que sinon, il avait peur que s'il revenait là où il était, ben, il n'y avait plus personne. Alors qu'il y a des gens qui sont partout, qui occupent l'espace. Michaud n'occupait pas l'espace. Même si tu as eu la sottise de te montrer, sois tranquille, il ne te voit pas. Il se fermait plutôt, mais il avait une très grande puissance d'attention, n'est-ce pas? C'est vrai que quand on était avec lui, c'est plutôt vous ou moi qui parlions. C'est vrai que lui, il écoutait plutôt. Et je l'ai entendu vraiment très peu parler. Michaud, il écoutait magnifiquement avec ce terrible regard de pétrole dans un visage d'ivoire et ses yeux de pétrole et ce visage comme ça tellement aigu, en triangle comme ça. C'était un personnage très très intimidant. Comme on détesterait moins les hommes s'ils ne portaient pas tous figure. Il n'était pas, on peut dire que c'était un homme qui aimait beaucoup ses semblables, quoi. On peut pas dire, en tout cas, il n'en donnait pas l'impression. Enfin, on essayait de franchir cette barre qu'il avait étalée entre lui et les autres. Quand vous me verrez aller, ce n'est pas moi. Le corps est toujours morcelé, il est là, toujours présent. Il y a l'œil, il le regarde un peu comme une eau dans le visage. Je disais le visage tout à l'heure qui remonte de l'estomac en traversant de l'abdomen en passant par la cage thoracique et puis qui vient se loger là. Il y a des morceaux de visage, il y a des supplices, mais on arrache le visage. C'est impossible de quitter ce corps-là. Ça, c'est son paletot, c'est son carcan, c'est tout. C'est son poids, c'est sa chaîne, c'est son boulet. C'est ce que disait de manière plus radicale Artaud, ce corps qu'on nous a cochonné. En fait, ce corps vraiment pas fait pour l'homme, en fait. Années de gloire et d'invisibilité. Michaud publie avec acharnement des essais et des poèmes dans des revues. Des poèmes rassemblés en plaquettes. Parfois des raretés pour bibliophiles.
Des plaquettes illustrées par d'autres ou par Michaud lui-même. Des plaquettes à leur tour rassemblées en volume chez Gallimard. Pas de livre de poche. Il faut savoir me mériter. Michaud à peine mort, son éditeur s'empressa de rattraper le temps perdu. Même refus de laisser publier ses œuvres complètes dans la bibliothèque de la Pléiade. Elle ferait de moi définitivement un professionnel au lieu de l'amateur que je préfère être et demeurer. Il s'agit d'un véritable dossier où l'on se trouve enfermé, une des impressions les plus odieuses que je puisse avoir et contre laquelle j'ai lutté toute ma vie durant. Retrancher, réduire au lieu de rassembler, voilà quel serait mon idéal. Son refus, Michaud l'a étendu à sa propre image. Mais, paradoxe, il pose très volontiers et très bien. Mythique, à force de se dissimuler, Michaud était, rassurez-vous, un homme tout à fait réel, et même un visage à photomaton, avec carte d'identité, permis de conduire. En imperméable mastic, caché derrière ses lunettes noires, il prend l'autobus comme tout le monde. Il se rend à la Bibliothèque nationale ou au centre Pompidou. Michaud existe, je l'ai souvent rencontré. Il adorait le cinéma et vous l'avez sûrement côtoyé dans l'ombre d'une salle du quartier latin. Ultime trace de son passage dans le siècle du cinéma, 1983. J'étais venu filmer Jorge Luis Borges au Collège de France. Michaud apparaît dans l'encadrement de la porte. Moteur. Effroi. Inquiétude. Question. Curiosité. Sourire. Sérieux. Une place au premier rang. Lunettes noires. Chuchotis à l'oreille de Claude Gallimard. Il se dissimule derrière ses doigts, un geste peut-être hérité de ses années d'écolier timide et que ses familiers connaissent bien. La séquence d'1 minute rassemble toutes les expressions et vaut pour toute une vie. « 18 octobre 1984. Michaud travaille à un petit tableau, un paysage jaune hérissé de taches fauves et vertes. Infarctus. Il est emmené à l'hôpital. La journée se passe, puis la nuit. Avec l'infirmière de garde, il parle voyage. Il s'excuse. Quelle aventure! Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai honte. Allez donc dormir un peu, il est tard, vous allez être fatigué. La nuit s'écoule, morphine, oxygène. Oxygène, mais c'est une de vos inventions, cela. Oxygène. Allez, laissez-moi. J'ai honte de vous donner autant de mal. Michaud meurt à l'aube le vendredi 19 octobre. Les journaux annonceront sa mort le lundi, avec celle de François Truffaut. Dans Équador, jadis, il avait mis en garde contre les fausses nouvelles. Ne me laissez pas pour mort parce que les journaux auront annoncé que je ne suis plus. Je me ferai plus humble que je ne suis maintenant. Il le faudra bien. Je compte sur toi, lecteur, sur toi qui vas me lire quelques jours, sur toi, lectrice. Ne me laisse pas seul avec les morts comme un soldat sur le front qui ne reçoit pas de lettres. Choisissez-moi parmi eux pour ma grande anxiété
et mon grand désir. Parle-moi alors, je t'en prie. J'y compte.